Les militaires sont apparus sans prévenir, là, sur le poste de commandement de la lieutenant-commandante Adèle Marlowe. Aucune explication, aucune accusation. Seulement 2 marines en uniforme impeccable, escortant Adèle à travers les couloirs du porte-avions comme une ombre portée. Autour d'elle, les regards s'évitent. Les salutations d'usage disparaissent, remplacées par un silence qui hurle plus fort que n'importe quel ordre. Sans un mot, sa carrière vient de se heurter à quelque chose d'invisible. Quelques heures plus tard, abandonnée sur les flots en pleine mer, Adèle observe, incrédule, une silhouette noire émerger des profondeurs. Un sous-marin sans numéro, sans pavillon, un fantôme. Depuis quelle ville du monde regardes-tu cette vidéo aujourd'hui? Si tu apprécies les histoires de héros oubliés et de sacrifices faits dans le silence, abonne-toi pour rejoindre notre communauté de conteurs. Quelques heures auparavant, les premiers rayons de l'aube s'étiraient sur le pont du VSS Lyon. Immense porte-avions perdu dans le Pacifique. Le métal rugueux se teintait d'ambre et d'or, tandis que les Super Hornets rugissaient vers le ciel, leur train d'atterrissage replié avant même que le grondement ne s'éteigne. La lieutenant-commandante Marlowe observait la scène, debout près de la rambarde, ses doigts crispés autour du métal froid. Ce son, cette vibration dans les semelles de ses bottes, c'était chez elle. Cela faisait 8 ans qu'elle servait à bord. 8 ans à respirer ce mélange d'air marin, de carburant et de cette odeur presque sacrée qu'elle appelait le devoir. En dessous, l'océan s'étendait à perte de vue, bleu infini, territoire d'écoute et de secret. Journée splendide, lança le maître principal Vargas en s'approchant, 2 tasses fumantes en main. Il tendit l'une à Adèle. « Chaque jour ici est une bénédiction, Vargas, répondit-elle avant de boire une gorgée de café brûlant. Et l'antenne acoustique, elle a encaissé la nuit ? Comme un rêve, commandante, vos recalibrages ont capté un banc de cétacés. L'ancien système ne les aurait même pas détectés. Elle acquiesça. Depuis qu'elle avait repris le contrôle du système de détection sous-marine du groupe de combat, les anomalies qu'elle identifiait surpassaient les résultats des sonars traditionnels. 2 fois, ces algorithmes avaient repéré des signatures d'engins que personne d'autre n'avait su localiser. Mais ce matin-là, un grésillement sec coupa leur échange. « Lieutenant-commandante Marlowe, veuillez vous présenter immédiatement au bureau du capitaine. » Le ton, ce n'était pas la voix détendue du quart, c'était direct, tendu. Elle tendit sa tasse à Vargas. « Le devoir m'appelle, dit-elle. Bonne chance, commandante. » Ce simple mot dans la bouche du maître principal lui parut étrange, presque inquiet. Elle se mit en marche, habituée aux méandres métalliques du bâtiment, mais soudain les couloirs lui semblaient différents. Les regards habituels, les sourires, les signes de tête avaient disparu. Les matelots s'étaient soudain tous découverts, une passion pour les gaines de câbles ou les extincteurs. Elle sentait l'anomalie, mais ne pouvait pas la nommer. Arrivé devant la porte, le garde posté devant la cabine du capitaine ne dit rien, se contenta d'ouvrir. Capitaine Lemarchand était là, mais ne leva pas les yeux. 2 civils, en costume strict, l'encadraient. Le genre d'homme qu'on n'identifie pas sur les organigrammes, mais dont le port de tête trahit l'appartenance à une certaine élite du renseignement militaire. « Commandante Marlowe, dit-elle en saluant. « Repos, répondit le capitaine sans la regarder. « À compter de maintenant, vous êtes relevé de vos fonctions à bord de ce bâtiment. » Les mots la frappèrent comme une lame glacée. « Puis-je savoir pourquoi, monsieur ?» demanda-t-elle. « C'est classifié, répondit l'un des civils en poussant un dossier vers elle. Ordre de transfert, vos effets personnels sont déjà rassemblés. Et mon équipe, mon programme d'analyse, tenta-t-elle. Le capitaine coupa. Ce n'est plus en discussion. L'autre civil enchaîna. Commandante, vous ne méritez rien d'autre que d'exécuter vos ordres. Cette conversation est close. Le marchand ne dit mot. Il semblait impuissant, comme écrasé par une décision venue de bien plus haut. Vous avez 21 minutes pour rejoindre la plateforme inférieure. Vos ordres sont dans le dossier. Elle ne toucha pas le dossier. 2 marines apparurent à la porte, prêts à l'escorter, pas de manière agressive, mais ferme. « Ai-je commis une faute ?» tenta-t-elle une dernière fois. Le capitaine hésita un bref instant. Son masque de commandant se fissura. « Exécutez vos ordres, commandante, c'est tout ce que je peux dire. » Elle prit le dossier sous le bras, droite, digne, et sortit. Les marines l'encadrèrent, silencieux. Le trajet vers ses quartiers fut une épreuve. Ceux qu'elle appelait collègues, amis, évitaient son regard comme si elle portait une maladie invisible. Personne ne parlait, sauf le second en chef, le commandant d'Orient, son plus fidèle allié depuis une décennie. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il hocha imperceptiblement la tête, puis s'éloigna. Un adieu muet, sans mots, mais porteur de sens.
Quand elle entra dans sa cabine, tout était déjà prêt. Son sac, son uniforme soigneusement plié, ses objets personnels rassemblés, son espace de vie vidé de toute âme. Elle ouvrit enfin le dossier, une simple feuille. Destination, base navale de Kalewao, transfert immédiat. Pas d'explication. Trop net, trop secret. Elle enfila des vêtements civils, rangea ses insignes et décorations dans la poche latérale du sac, puis rejoignit les deux Marines. Aucun ne croisa son regard. « Je suis prête !» Le pont inférieur l'attendait. Sur la plateforme, un petit bateau à moteur l'attendait ballotté par les vagues. Aucun cérémonial, rien. Inhabituel pour un officier de son rang. Normalement, une relève implique au minimum une lecture des ordres, un salut symbolique. Là, le silence. Le capitaine Lemarchand surgit. Hors protocole, il lui tendit une enveloppe, à ouvrir dans 10 milles nautiques, pas avant. Elle ne posa aucune question. Elle savait que cela ne servirait à rien. « Bonne chance, commandante » dit-il à voix basse. Elle monta dans le bateau. Le moteur gronda et elle s'éloigna. Aucun salut depuis le pont. Aucune reconnaissance. Le VSS Lyon, son foyer pendant 8 ans, s'éloignait sans un mot. Le vent soufflait dans ses cheveux qu'elle laissa couvrir son visage. Le pilote du bateau restait silencieux, concentré. Elle tenta de sonder l'horizon, mais rien n'apparaissait. Après 2 heures, il coupa le moteur. « Je dois vous laisser ici. » Elle fronça les sourcils. « Comment ça? Il n'y a rien ici? Ce sont mes ordres, commandant. Bonne chance. » Il embarqua dans un petit canot pneumatique attaché à l'arrière, mit le cap au nord et disparut en quelques minutes, laissant Adèle seule au beau milieu du Pacifique. Elle ouvrit l'enveloppe, une feuille, 2 coordonnées, 1 heure, 14 heures. Elle regarda sa montre, 12h15, 4 heures à attendre. Elle vérifia sa position GPS, ajusta son cap. Le point cible n'était pas loin. 30 minutes de navigation tout au plus. Pourquoi l'avoir éloignée de la flotte pour la diriger vers un autre point tout aussi isolé? Quelle était cette mise en scène? Elle mit le moteur en marche et se dirigea vers les coordonnées indiquées. À 16 heures, elle scrutait l'horizon avec des jumelles. Rien, rien, jusqu'à ce qu'elle sente la mer se modifier. Une pulsation sous la coque. Puis une silhouette noire émergea lentement des profondeurs. Un sous-marin, immense, sombre, aucune marque, aucun pavillon. La tour de commandement perça les flots. Une écoutille s'ouvrit. Un homme en uniforme y apparut, la scruta avec des jumelles, puis leva la main. « Commandante Marlowe ?» Sa voix portait étonnamment loin. « Je suis le capitaine Wallenrook. Bienvenue à bord du Cérès. » Adèle hésita. Tout dans son instinct de militaire lui criait de rester à distance. Ce sous-marin, le Cérès, n'appartenait officiellement à aucune flotte. Aucune mention dans les bases de données. Aucun signal d'identification. Rien. Pourtant, tout avait été orchestré pour l'amener précisément ici. Le renvoi soudain, le transfert, sans explication, l'enveloppe scellée. Elle coupa le moteur de son embarcation et se laissa dériver. À mesure qu'elle approchait du colosse noir, les détails se précisaient, la coque lisse semblait recouverte d'un matériau absorbant la lumière, ses formes plus effilées qu'un submersible classique. Tout, jusqu'à son silence, évoquait une technologie bien plus avancée que celle du reste de la flotte. 2 marins apparurent sur le pont, silencieux, sans insigne, sans nom. Ils fixèrent la corde d'amarrage et aidèrent Adèle à monter. Le métal du pont était chaud sous ses semelles, mais l'atmosphère glaciale. Le capitaine Rook l'attendait en haut de l'échelle, silhouette droite, cheveux argentés, plaqués en arrière, regard tranchant. Il portait un uniforme sombre, orné uniquement de barres de capitaine, sans aucun autre marquage. « Bienvenue à bord du Cérès, commandante Marlowe », dit-il simplement. Elle réprima une question et se contenta d'un hochement de tête. Ce bâtiment n'apparaît sur aucune carte, et ce n'est que le début de ce que vous allez découvrir ici. Elle suivit Rook à l'intérieur du bâtiment, descendant par une écoutille menant à un couloir plus large que sur les autres submersibles qu'elle connaissait. L'éclairage était tamisé, parfaitement réparti, et chaque paroi semblait recouverte de matériaux composites inconnus. À chaque pas, elle observait des instruments, des stations de contrôle, des interfaces. Aucun ne correspondait à la norme navale. « Depuis combien de temps ce sous-marin est-il en service ?» demanda-t-elle. « C'est confidentiel », répondit-il sans s'arrêter. « Comme presque tout ce que vous verrez ici. » Des membres d'équipage les croisaient. Tous saluaient Rook avec discipline, mais jetaient à Adèle des regards à la fois curieux et informés. Ils savaient qui elle était. Ils arrivèrent dans une salle de commandement, un poste central repensé, plus vaste que dans un centre d'information classique, avec des écrans tactiques circulaires, une ergonomie parfaite
et une fluidité de communication qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Voici le cœur du Cérès », dit le capitaine Rook, le sous-marin le plus avancé de toute la flotte occidentale. Une voix familière interrompit la présentation. « Adèle ?» Une femme s'approcha depuis une station latérale. Cheveux bruns tirés, regard brillant. Adèle écarquilla les yeux. « Léa Dormer, son ancienne colocataire de l'Académie navale, officiellement en congé maternité depuis plus d'1 an. Qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi, je suppose. Suivre des ordres absurdes jusqu'à ce qu'ils fassent sens. » Avant qu'Adèle ne puisse répondre, le capitaine reprit. 3 mois plus tôt, votre algorithme a signalé un écho anormal dans les profondeurs du Pacifique. Vous l'avez documenté, transmis, puis on vous a dit que c'était un bug logiciel. On vous a demandé de ne plus en parler. Il tapota un écran, une image s'afficha. Adèle reconnut immédiatement la signature acoustique, celle qu'elle avait signalée. « Ce n'était pas un bug », ajouta-t-il. « Ce que vous avez capté est bien réel et extrêmement préoccupant. » Un plan du Pacifique s'afficha avec une série de trajectoires et de points rouges. Depuis 9 mois, ces signaux se multiplient. Ils bougent lentement, avec méthode, suivant nos lignes de défense sous-marines. Léa prit le relais. Ce sont des drones, des véhicules sous-marins autonomes. Mais leur signature est unique et leur propulsion dépasse tout ce qu'on connaît. Presque indétectable, reprit Rook. Sauf par vous. Adèle cligna des yeux. Alors mon extraction du lion n'était pas une sanction. Non, confirma Rook. C'était un recrutement. Il fit une pause. Et il fallait que ce soit crédible. Vos collègues de l'escadre croient que vous avez été relevé pour faute grave. Mieux vaut qu'ils restent dans l'ignorance. Pour leur sécurité. Elle repensa à Dorian, à son regard furtif. Ce n'était pas un adieu amer, c'était du respect. Et ces drones, qui les déploie? Demanda-t-elle. Rook échangea un regard avec Léa. Ils viennent, selon nos analyses, d'un programme océanographique mené par le consortium de recherche Poséidon 11, basé en mer de Chine. Officiellement scientifique, officieusement militaire. Ils cartographient nos câbles sous-marins, nos failles de communication, nos blindages acoustiques. Adèle soupira. Et ce sous-marin, pourquoi en dehors des chaînes classiques? Le projet Cérès a été développé pour contrer des menaces que les autres navires ne peuvent même pas détecter. Sa conception, son armement, son système de propulsion, tout échappe à l'architecture militaire standard et au circuit d'approbation habituel. Léa intervint. On dépend directement du Conseil national de sécurité, pas du commandement naval. Des opérations en dehors du regard du monde, comprit Adèle à voix haute. Exactement. Ils l'amenèrent dans un autre compartiment. Une salle tapissée de consoles de surveillance acoustique, bien plus avancée que ce qu'elle avait utilisé sur le Lion. « C'est ici que vous travaillerez », dit Léa. « Vos algorithmes seront intégrés à notre système. Vous allez affiner la détection de ces drones, identifier leurs modèles et peut-être apprendre comment les arrêter. » Adèle glissa ses doigts sur le panneau principal. Chaque équipement ici semblait calibré pour la précision extrême. Elle observe les écrans, déjà peuplés de courbes, de vibrations lointaines, de bruits quasi imperceptibles. Le cœur de l'océan parlait ici, dans ce sanctuaire du silence. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle soudain. Rook croisa les bras. « Vous n'êtes pas prisonnière. Si vous le souhaitez, je peux vous faire déposer à Kalewao. Vous serez assignée à un poste administratif, à analyser des relevés archivés. Votre carrière poursuivra son cours, lentement, sans éclat. » Il marqua une pause. « Où vous restez et vous entrez dans une mission qui peut faire la différence. Mais ce choix a un prix. 6 mois d'isolement. Aucune communication avec l'extérieur, aucun retour. Vous serez officiellement en service restreint, classé confidentiel. » Léa posa doucement une main sur son épaule. « Ce n'est pas un choix facile, mais c'est ici que nos compétences sont utiles, réellement utiles. » Adèle regarda longuement l'équipement. Ce n'était pas seulement du matériel, c'était un prolongement de sa vocation. Elle pensa à ses parents, à ses collègues, à tout ce qu'elle laisserait derrière. Puis elle se retourna. « Combien sommes-nous à avoir été recrutés ainsi ?»« Assez pour constituer l'élite silencieuse de la flotte, » répondit Rook. « Des profils uniques, des talents rares. » Elle ferma les yeux une seconde, respira puis rouvrit. « Je veux y réfléchir. »« Vous avez jusqu'à 18 heures, » répondit-il. « Ensuite, nous plongerons en profondeur opérationnelle, avec ou sans vous. » Seule dans le laboratoire acoustique du Cérès, Adèle scrutait les lignes de données qui défilaient devant elle. Des impulsions, des modulations, des fréquences infimes que le commun des opérateurs aurait classées comme du bruit ambiant. Mais elle savait lire ce langage. Chaque micro-variation dans les couches thermiques, chaque déviation dans les signatures, c'était une voix, une présence, un mouvement.
Ces drones silencieux n'étaient plus seulement des intrus. Ils devenaient familiers, traçables. Ce n'était plus une question d'intuition, mais de science. À 17h45, le capitaine Rook revint dans le laboratoire, silhouette droite dans l'éclairage tamisé. « Alors ?» demanda-t-il simplement. Adèle était déjà debout devant la console, où elle avait commencé à esquisser de nouvelles formules pour améliorer les filtres. « Si je reste, dit-elle sans se retourner, je veux un accès complet aux données, aucune restriction. Je ne peux pas travailler en aveugle si je dois prédire les mouvements de ces engins. » Rook hocha lentement la tête. « Accordé, avec les protocoles de sécurité appropriés. » Elle se tourna vers lui. « Et je veux participer aux décisions stratégiques, pas seulement fournir des graphiques. » Il sourit légèrement. « Vous en aurez l'opportunité. » Elle inspira profondément. « Dans ce cas, j'y suis. Mon canot peut être sabordé. Je reste à bord. » Rook activa son interphone. « Officier de plongée, descente immédiate. » À travers le sous-marin, l'annonce résonna. « Immersion, immersion. » Le CRS s'inclina doucement, et Adèle sentit la pression de la descente s'appuyer sur elle comme un second souffle. À travers le hublot du laboratoire, les derniers reflets de la surface s'estompaient déjà. Bientôt, il serait dans le noir total, loin des regards, là où les bruits sont plus vrais que les images. « Votre poste est prêt ? Le briefing de mission débute à 19h, dit Rook avant de quitter la pièce. Quelques minutes plus tard, Léa revint avec un petit écrin métallique. À l'intérieur, une broche. Les deux dauphins entrelacés des sous-mariniers, mais légèrement modifiés. Un symbole, un code, les versions du CRS, dit-elle avec un sourire. Adèle la prit et passa lentement le pouce sur les détails gravés. « Combien d'autres portent ces insignes ?» demanda-t-elle. « Assez » répondit Léa. « Des gens qui ont vu ce que les autres ignorent, ou qui ont inventé des choses que le monde n'est pas encore prêt à comprendre. » Elle fit une pause. « Et ceux qui parlent de ces gens ? Ils passent pour fous. Des transferts bizarres, des affectations louches, les dossiers sont toujours nets. Officiellement, tu étais trop brillante pour ton poste et on t'a mis au secret pour du traitement de données confidentielles. »« Une cage dorée, » murmura Adèle. « Et pourtant, je ne me suis jamais sentie aussi utile. » Le briefing eut lieu dans une salle circulaire tapissée d'écrans. Une carte du Pacifique central dominait l'espace. Des flux de données, des projections topographiques, des représentations thermiques animaient les murs. Une table holographique au centre projetait les positions présumées des drones. Autour, les officiers du CRS étaient déjà en place. Le capitaine Rook prit la parole. « Voici notre nouvelle spécialiste en acoustique, la commandante Marlowe. C'est grâce à son algorithme que nous avons détecté les premiers signes de cette opération ennemie. » Adèle balaya la salle du regard. Des visages concentrés, certains curieux, on lui présenta brièvement l'équipe. Commandant adjoint Naël Park, stratège tactique, Léa Dormer, officier sonar, Dr Elena Voss, ingénieur civil détaché du programme Argos, lieutenant Théo Navarro, navigation, et le chef de bord Peterson, vétéran des unités clandestines. Tous portaient cette même version modifiée des dauphins. Rook poursuivit. Il y a 3 mois, nous avons capté un signal près de la faille d'Ishigawa. Depuis, ces signatures se multiplient. Ce sont des engins autonomes opérant entre 3000 et 6000 mètres. Leur trajectoire indique une mission systématique de repérage de notre infrastructure sous-marine. Le docteur Voss afficha un rendu 3D d'un drone allongé, noir, sans aucune partie mobile visible. Propulsion magnétodynamique, 0 hélice, 0 cavitation, ils génèrent leur poussée en ionisant l'eau autour d'eux. Résultat, aucun bruit exploitable. Sauf sur un point, elle fit signe à Adèle. Celle-ci montra une modulation à peine perceptible dans une fréquence secondaire. Ici, un pulse de communication. Ils échangent des informations, se coordonnent, ce n'est pas aléatoire, ils suivent une grille de déploiement. La pièce se figea. Cette découverte était majeure. Les drones n'étaient pas seulement en observation passive. Ils établissaient une cartographie, un réseau. Et ils déposent des modules à intervalles réguliers, ajouta Adèle. Soit des capteurs, soit des charges de sabotage. Rook acquiesça. Nous allons en récupérer un. Objectif, interception silencieuse d'un drone isolé. Pour analyse, aucune alerte ne doit être transmise. L'opération fut planifiée dans le moindre détail. Un drone solitaire avait été repéré à la limite d'un couloir stratégique reliant les bases de communication d'Onoli et de Wester Bay. Le CRS s'approcha lentement, ses bras de capture déployés dans une configuration jamais testée, en conditions réelles. Adèle et Léa guidaient la manœuvre depuis le poste sonar. Le moindre frémissement acoustique était analysé. Distance 100 mètres. Pulse stable. Pas d'accélération, 40 mètres.
Silence total. Chacun retenait son souffle. 20 mètres. On y est. Les bras se refermèrent. Un éclair rouge sur le tableau de commande. Capture réussie. Le silence se brisa dans la salle de commandement. Soupirs, regards échangés, mais pas un mot de trop. Le drone fut immédiatement placé dans un compartiment isolé, scellé électromagnétiquement. Pendant 48 heures, le Dr Voss et son équipe le démontèrent pièce par pièce. Chaque module révélait un degré de sophistication que même les analystes les plus pessimistes n'avaient pas anticipé. Microcapteurs capables de lire des paquets de données traversant des câbles transocéaniques, émetteurs de signal faible mais ciblé, système de camouflage thermique adaptatif. Ce n'est pas de la recherche, conclut Rook, c'est de l'espionnage à très grande échelle. Ce soir-là, dans la petite cafétéria du sous-marin, Adèle sirotait un thé tiède. Rook entra, visiblement épuisé. Il s'assit sans mot dire. « Vous devriez dormir » dit-elle. Il sourit faiblement. « Et vous » Elle haussa les épaules. Difficile de dormir quand on comprend qu'on vient de confirmer l'un des plus grands actes de surveillance clandestine de l'histoire moderne. Il la regarda. « C'est exactement pour ça que vous êtes ici. » Les jours suivants furent rythmés par une intensification du travail. À mesure que l'analyse du drone capturé avançait, une vérité glaçante se dessinait. Ce n'était pas un prototype isolé, mais l'un des maillons d'un vaste réseau, déjà en fonctionnement. Adèle affina ses algorithmes de détection. Chaque signal, chaque impulsion, chaque modulation lui révélait un peu plus de la structure de ce réseau. Elle découvrit des fréquences secondaires, des relais de communication en tuilage utilisés pour dérouter les systèmes classiques. Les drones formaient une grille, surveillant non seulement les infrastructures militaires, mais aussi les câbles civils reliant les continents. Une nuit, alors qu'elle travaillait encore au poste sonar, Léa entra, 2 tasses de café à la main. « Tu dors un peu parfois ?» demanda-t-elle avec un sourire fatigué. Adèle haussa les épaules. « Pas vraiment. Mon esprit tourne en boucle. Je pense à tout ce qu'on ne sait pas encore. » Léa s'assit à côté d'elle. « Tu sais, au bout de quelques semaines ici, j'ai compris que je ne pourrais plus jamais voir le monde comme avant. Trop de choses qu'on ignorait, trop de mensonges sous la surface. » Adèle acquiesça. « Je pensais avoir tout vu sur le Lion. Les protocoles, les politiques internes, les chaînes de commandement. Mais ici, c'est autre chose. Il n'y a plus de façade, juste le cœur du problème. » « C'est pour ça qu'on reste, » murmura Léa. Puis, un matin, tout bascula à nouveau. Le CRS suivait depuis plusieurs jours un navire baptisé Albatros T, enregistré comme bâtiment de recherche pacifique, mais dont les mouvements et la position correspondaient trop précisément à plusieurs lancements de drones. Rook, Adèle et l'équipe tactique surveillaient le navire sans se faire repérer. À 3h42, ils captèrent une série d'éjections, 3 drones déployés à 3000 mètres. Leur objectif était limpide, longer un câble majeur reliant les installations stratégiques de l'archipel de Tarakan à l'état continental. Confirmation visuelle et acoustique de pose de modules à intervalles constants, annonça Adèle. Ils balisent quelque chose ou préparent une neutralisation, répondit Rook. C'est un acte d'agression silencieuse. Un nouveau plan fut déclenché, capturer un second drone, mais cette fois sans se contenter de l'observer. Il s'agissait de l'intercepter, de le désactiver et de le remonter à bord sans que l'ennemi ne détecte l'anomalie. La manœuvre fut un succès. Le second engin révéla des modules de brouillage passif et un système capable de faire sauter une ligne entière d'alimentation énergétique sous-marine. À la suite de cette découverte, Rook réunit l'équipage senior dans la salle de débriefing. Ce que nous avons mis au jour est suffisant pour justifier une réponse diplomatique immédiate. Le haut commandement a été informé, mais nous devons continuer nos relevés. Notre présence ici reste dissimulée, et c'est notre avantage. L'atmosphère était lourde. Personne ne doutait de la gravité des révélations. Pourtant, chacun savait que tout ce qu'il faisait resterait dans l'ombre. 5 mois s'étaient écoulés. Adèle n'était plus une recrue. Elle faisait désormais partie de cette famille étrange, silencieuse et soudée. Elle avait redéfini l'usage de son système de détection, cartographié 3 nouveaux réseaux de drones, identifié de nouveaux types de communication interdrones et contribué à élaborer des tactiques de neutralisation. Le CRS était devenu son monde, son laboratoire, son champ de bataille. Un soir, alors qu'elle observait les abysses depuis la salle d'observation, une silhouette se refléta dans la vitre. Le capitaine Rook. Il s'approche lentement. « Commandante Marlowe, j'ai reçu des nouvelles du commandement. » Elle tourna légèrement la tête. « Ils sont satisfaits ? Plus que cela. Ce que vous avez fait ici a déjà provoqué des ajustements de politiques internationales. Et j'ai une proposition à vous faire. » Elle se redressa, attentive. «
Nous avons besoin d'un nouveau second à bord. Le commandant Park va prendre la tête d'un nouveau bâtiment de la classe Cérès. Si vous acceptez, le poste est à vous. Le cœur d'Adèle battait plus vite. Devenir officier exécutif d'un sous-marin qui n'existait pas officiellement, c'était une promotion fulgurante et un engagement irréversible. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle calmement. « Vous retournerez à la Navy conventionnelle, avec une médaille classifiée, un dossier exemplaire et un poste confortable. Vous ne pourrez jamais évoquer ce que vous avez fait ici. Ce sera comme si rien de tout cela n'avait jamais eu lieu. Et si j'accepte, alors nous vous construirons une couverture officielle. Votre absence sera justifiée par une mission classifiée prolongée. Votre famille aura de vos nouvelles. Vos états de service seront valorisés. Et surtout, vous continuerez ce travail que personne ne peut mener ailleurs. » Adèle se leva. Elle s'approcha du hublot. L'extérieur était noir, silencieux mais vibrant. Là dehors, tout un monde que personne ne voyait, des menaces que personne ne soupçonnait. Et ici, à bord de ce vaisseau fantôme, une poignée d'hommes et de femmes faisait la différence sans que personne ne le sache. « Donnez-moi une semaine pour décider. »« Bien sûr, » répondit Rook. « Mais sachez une chose, Adèle, les gens comme vous, une fois qu'ils ont vu ce qu'il y a sous la surface, ils ne reviennent jamais vraiment à la lumière. » Quand il quitta la pièce, Adèle resta seule. Elle observa longtemps l'obscurité. Puis lentement, elle sortit la broche que Léa lui avait offerte. Les deux dauphins enlacés dans un cercle discret. Le symbole de ceux qui protègent sans être vus. Ceux qui entendent ce que personne n'écoute. Ceux qui plongent pour que d'autres n'aient jamais à le faire.